Bonsoir à toutes et à tous. Je suis absolument ravi qu'on puisse faire ce premier live. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et tous ceux qui sont en train de le faire. Toute l'équipe est ravie aussi que cette idée d'un live mensuel devienne enfin une réalité. Aujourd'hui, il s'agit d'une conférence. Certains lives se comporteront plutôt sous la forme d'une interview, mais l'idée reste la même. Faire venir une personne, soit connue du grand public, soit connue dans son secteur, ou soit totalement méconnue, mais avec des carrières et des expériences tout particulièrement inspirantes. Aujourd'hui, pour ce numéro 1, il nous fallait un invité avec une certaine tolérance aux problèmes techniques qui peuvent survenir, puisque c'est la première fois évidemment. Ainsi, nous avons décidé de faire venir Olivier Lotte. Alors qui est-ce? Certains le savent, il s'agit de mon propre père. Mais avant toute chose, c'est d'abord un auteur jeunesse qui est édité notamment chez des éditeurs tels que Bayard et Larousse, et avec une quarantaine de livres à son actif. Et comme nous savons qu'on a un très grand nombre d'auteurs vraiment sur ce groupe, c'est assez incroyable. On a beaucoup de gens qui font de l'écriture de scénarios, de livres ou même de bandes dessinées qui sont à la fois débutants ou confirmés. On s'est dit que c'était vraiment l'occasion rêvée de proposer ce live. Ça allait apporter vraiment une plus-value. Euh, alors du coup, cette conférence, elle va s'adresser à tout le monde. Elle sera pas moralisatrice. Le but, c'est d'apporter une vision différente de l'écriture et qui seront utiles à tous ceux qui s'y intéressent de près ou de loin. La conférence sera suivie donc évidemment d'une séquence de questions-réponses. Il suffira de les entrer dans le chat et puis c'est l'équipe de modération qui relèveront les questions les plus récurrentes ou toutes les questions s'il n'y en a pas énormément. Idéalement, essayez de les poster vers la fin de la conférence, étant donné qu'il y a peut-être un petit décalage entre la diffusion le live là maintenant et la diffusion sur vos appareils. Donc dans à peu près une heure, commencez à les poster. De toute façon, on vous fera un rappel dans le chat. Et puis comme ça, l'invité pourra y répondre. Donc sans plus tarder, je vous demande donc d'accueillir Olivier Lotte. Hop, tu peux allumer ton micro. Normalement, on devrait t'entendre. Bonjour à tous. Alors, j'ai besoin d'un petit retour juste pour savoir si vous m'entendez et si tout passe bien. Antoine? Ouais, alors moi je t'entends pour sûr. Je pense que tout le monde t'entend. Ça a l'air de bien se passer. Évidemment, personne ne dit qu'on ne t'entend pas. C'est très bien, super, on t'entend. Ok. Alors, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous remercier de m'accueillir au sein du groupe Norchi de Rêves et Projets. Je suis moi-même adhérent du groupe. Euh,
Voilà, Euh, c'est parti. attends, apparemment. Alors, le style et l'écriture, donc, et je m'appelle Alors, Olivier Lodge, je suis auteur. apparemment, on ne t'entend plus. Euh, je regarde ce qui se passe. Normalement, il n'y a pas de raison. Ah non, je pense que c'est revenu. Est-ce que tu peux essayer de parler pour voir? Alors, je continue ma présentation. Je m'appelle donc Olivier Lodge et je suis auteur jeunesse depuis 21 ans maintenant. Enfin, je suis publié depuis plus d'une vingtaine d'années. Est-ce que c'est tout bon pour le son? Euh, je pense que c'est OK. Oui, je continue. Je pense que oui. J'ai plus de messages disant qu'il n'y a pas de son. Donc je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu peux continuer. Alors, je continue. Je suis donc publié, je le disais, depuis à peu près les années 2000. Je suis d'abord entré aux éditions Million Jeunesse ainsi que Ibis Rouge Édition, qui est un petit dossier. Puis La Rousse et finalement Bayard Jeunesse. Et je travaille chez Bayard maintenant depuis 3 ans et je suis scénariste BD. Et la BD, vous l'avez vu en présentation, c'est Gibus. Alors, assez rapidement, je passe sur cette présentation parce que ce qui est intéressant, c'est finalement mon parcours personnel et mon approche de l'écriture. Donc, si je reviens en arrière, donc moi j'ai un cursus Deug Lettres modernes à Paris 12 Créteil. Comment est-ce que j'y suis venu? Je suis d'abord passé par un bac A3 à l'époque qui préparait pour lettres modernes et arts plastiques. Et je vous ai dit que j'allais être sincère, donc en toute honnêteté, les concours me faisaient peur. J'étais assez doué en dessin, mais j'avais trop peur de passer des concours, donc je suis parti à la fac. Et à la fac, on pouvait rentrer sans concours et ça m'intéressait bien. Donc je suis rentré en lettres modernes. Et j'écrivais déjà depuis la seconde, première, où j'avais découvert Charles Bukowski et John Fante. Et ce sont vraiment les deux auteurs qui m'ont donné envie d'écrire. Et donc, arrivé à la fac, hein, eh bien, je découvre qu'on y apprend la littérature, mais qu'en réalité, on n'apprend pas à fabriquer de la littérature. Donc, dès cet instant, je suis assez désappointé. Et les cours de linguistique sont bons, d'une certaine manière, mais à titre perso, peut-être par manque de maturité, je n'arrive pas à faire la passerelle entre les métiers de l'écriture et ce qu'on m'apprend à la fac. De ce fait, j'abandonne la fac, je me lance sur le marché du travail, mais je n'abandonne pas l'écriture. Donc, j'écris, je suis jusqu'à 16 ans, je n'étais pas un gros lecteur, et lorsque j'ai voulu comprendre comment fonctionnait un livre, comment fonctionnait l'écriture, je me suis mis à lire beaucoup plus, mais à lire un petit peu comme un enfant prend un jouet et décide de le démonter pour voir comment il fonctionne. Donc j'ai toujours une lecture assez biaisée, où j'ai envie de comprendre comment fonctionne l'écriture. Quelques années plus tard, j'emménage à Cognac, Charente, et je fais la rencontre de deux personnes. Et ce sont deux rencontres qui sont complètement opposées, mais qui sont véritablement intéressantes et qui vont m'aider à me construire dans l'écriture. Alors, là, je viens de vous mettre 3 livres. Les deux de gauche représentent les deux personnes que j'ai rencontrées à Cognac. Donc, le livre que vous voyez en vert est écrit par Robert Van Cleef. Ça s'intitule Texte en morceaux. Robert Van Cleef a été mon voisin pendant des années. Antoine le connaît bien. Je crois que ce monsieur est décédé. C'était vraiment un grand monsieur. Et Robert a été professeur de lettres, puis inspecteur d'académie. Et il a écrit beaucoup de bouquins chez Magnard, qui est donc une édition scolaire. Et il a d'abord écrit sur la pédagogie, il a un livre qui s'appelle Apprendre à apprendre, mais il a aussi beaucoup écrit sur la production d'écrits. C'est une démarche extrêmement intéressante. Si vous trouvez ce livre qui n'est plus édité, donc gardez-le en photo, essayez de l'acheter d'occasion, vous verrez, vous allez apprendre beaucoup de choses.
Donc, je rencontre Robert Van Cleef et je lui montre tous mes projets d'écriture, mes textes. J'ai beaucoup de pages à lui montrer à l'époque. Et lui il m'amène à pointer en fait mon manque de travail sur le style. À la même époque, je rencontre Besnik Mustafaï. C'est le deuxième livre que vous voyez à côté, là au milieu, sur l'écran. Et Besnik Mustafaï est albanais. Il est à l'époque ambassadeur d'Albanie en France. Il fait des bouquins chez Actes Sud. Et il est invité à Cognac, en résidence, comme on le fait quelquefois. Et il passe, je crois, un mois à Cognac. Et par l'intermédiaire d'un ami libraire, je rencontre Besnik qui devient un ami. Il aime le bon vin, j'en ai à la maison, et donc il vient régulièrement boire des coups à la maison et on discute littérature. Je fais rencontrer les deux personnages qui s'opposent vraiment diamétralement sur l'écriture. Et Besnik me dit, il est impensable qu'un type qui n'écrit pas puisse écrire sur la technique d'écriture. Pour Besnik Mustafaï, l'écriture doit sortir des tripes. Et je retrouve chez Besnik la même idée que chez Bukowski, qui m'a mis le pied à l'étrier dans l'écriture. Néanmoins, je me rends compte aussi que Robert a raison et que sans technique, ma foi, il est difficile d'écrire un texte qui tient debout. Donc voilà, je me retrouve à marcher avec deux béquilles, deux écoles, la technique d'un côté et le vécu de l'autre. Et la troisième couverture que vous voyez sur la droite est un bouquin de Marie-Hélène Delval. Bien, c'est la troisième personne que j'ai rencontrée et qui a ajouté la dernière pierre à l'édifice, si j'ose dire. J'ai à cette époque fait 2 ou 3 bouquins et je décide de rentrer à la charte des auteurs et illustrateurs. La charte existe encore aujourd'hui, vous pourrez chercher sur Internet. Mais à l'époque, pour rentrer, il faut être parrainé. Donc, un de mes éditeurs me présente Marie-Hélène. Il me dit, bien sûr, je vais vous parrainer, mais je ne veux pas le faire à l'aveugle. Montrez-moi ce que vous avez fait. Donc, je lui envoie mes bouquins et on se revoit. Et elle me dit une phrase que j'ai gardée en tête et elle me dit, c'est bien Olivier, vous savez trousser une intrigue, vous savez écrire, mais il vous manque quelque chose. Et elle me dit, mettez-vous en danger dans votre écriture, vous allez y gagner. Donc j'ai mis longtemps avant de comprendre ce qu'elle voulait dire, et j'ai compris plus tard qu'à un moment, il fallait ouvrir des vannes et lâcher dans son écriture des choses personnelles. Ça ne veut pas dire passer par une autobiographie, ça veut dire que si on veut que nos personnages soient un moment vivant, il est nécessaire d'aller piocher dans l'intime pour donner quelque chose de vrai au lecteur. Donc voilà, je me retrouve avec un trépied, la technique avec Robert Van Cleef et les tripes avec Besnik Mustafaï et puis Marie-Hélène Delval qui va au plus profond de l'intime. Alors, exercice de style que vous voyez sur la gauche de Raymond Queneau, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Pour quelle raison Dans ce petit bouquin, Raymond Queneau raconte une histoire relativement simple d'un type qui prend le bus et à qui il arrive de premières aventures, mais il va l'écrire 99 fois. Il fait ce qu'on appelle de l'écriture sous contrainte, c'est-à-dire qu'il se pose une contrainte, par exemple employer 2-3 mots qu'il s'est fixés à l'avance, et il doit réécrire cette histoire en employant ces 3 mots. Il le fait comme ça avec 99 contraintes différentes, et c'est une belle curiosité à lire si vous voulez comprendre à quel point on peut commencer à jouer avec le texte. Et c'est ce qu'on va faire. Alors le style, qu'est-ce que c'est Ça vient du grec stylos, et stylos en grec c'est la colonne. Autant dire que la colonne, elle est là pour supporter la construction. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris qu'un texte sans style est un texte qui est mou et qui ne tient pas debout. Ça, c'est le premier constat qu'on doit faire ce soir. Maintenant, je vous explique le titre. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de style ce soir? Eh bien, parce que j'ai autour de moi des amis qui écrivent, qui tentent de se faire éditer, d'autres qui ont réussi à se faire éditer, et je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils écrivent.
Je vois également ce qui sort quelquefois en librairie, mais surtout sur des plateformes comme Wattpad, par exemple. Et le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui se décident à écrire pensent qu'il suffit de raconter une histoire. C'est-à-dire, j'ai de l'imagination, ça va être bien, j'ai une histoire, c'est monté, j'ai des personnages, il y a une intrigue, c'est bon, je déroule. Or, ça ne suffit pas. En tout cas, si aujourd'hui, vous voulez franchement être édité, les comités de lecture sont sélects et il faut absolument embarquer votre lecteur. Et pour embarquer son lecteur, il est nécessaire d'avoir une patte, d'avoir un moment, une façon de dire les choses qui soit convaincante, prenante, embarquante. J'ai une petite anecdote que vous connaissez peut-être. Ces deux gars, elle est rapportée par Paul Valéry, et deux gars s'adressent à Mallarmé, et il lui dit, je comprends pas, je suis bourré d'idées, et pourtant j'arrive pas à écrire. Et Mallarmé lui répond, on n'écrit pas avec des idées, on écrit avec des mots. Donc voilà une petite anecdote qui explique qu'en effet, il va bien falloir à un moment faire appel à la technique pour raconter ce qu'on a besoin de raconter. Alors tout ce que je viens de vous dire est ici. Deux petites phrases en plus qui sont, ma foi, très intéressantes. Elles sont de Roland Barthes. Et la deuxième est surtout intéressante. Le texte ne s'éprouve que dans un travail, une production. Alors, la production, on va en parler et on va expliquer pourquoi ce terme, mais c'est l'idée de travail qu'il faut retenir. Ça veut dire que si, comme certains de mes amis, vous écrivez, si j'ose dire, au kilomètre, et qu'il n'y a pas de retouche sur votre texte, ça n'est pas de l'écriture. Et qui plus est, ça ne tient pas debout le plus souvent. Voilà. Roland Barthes dit également, l'œuvre se tient dans la main, le texte se tient dans le langage. Si vous voulez, l'écriture, pour Roland Barthes, c'est un second travail qui est fait sur un premier jet. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que si vous écrivez une liste de courses, ça n'est pas de l'écriture. Il invente un mot, il invente le mot écrivance, probablement tiré de errance. Et cette manière d'écrire sans chercher à retravailler la chose, eh bien pour lui, ça n'est pas de l'écriture. Alors on va être obligé d'avancer en définissant deux, trois petites choses. D'abord, qu'est-ce que le français? Parce qu'a priori, si on est venu pour écrire, il faut quand même démarrer par le français. Alors je ne vais pas vous faire une thèse et vous allez voir qu'on va juste faire appel à nos souvenirs. On va également essayer d'expliquer ce que veut dire écrire, lire, produire, on vient de le dire, expliquer ce que c'est qu'un auteur, et ce qu'il y a une différence entre l'écrivain et l'auteur, le rôle du lecteur, et enfin, qu'est-ce qu'un texte. Et à travers toutes ces explications, évidemment, on va rattacher le style. Alors là, je vous ai remis le livre de Robert Van Cleef, et je vous ai mis en titre « Le français, cette matière en question ». Alors, d'autres petites choses. Alors, le français, je vous ai dit, on va se poser un peu sur nos souvenirs d'enfance. Vous avez tous été en CP, CE1, CE2. Et à l'époque, on vous a fait marquer sur votre cahier de texte, vous n'aviez pas encore l'agenda, mais sur votre cahier de texte, vous deviez marquer ce que vous aviez en première heure, en deuxième heure, etc. Et là, vous aviez une espèce de carnet des matières, et vous avez marqué à matière, vous avez mis français. Donc c'est relativement simple, c'est un peu sot, mais le français c'est une matière. Alors qu'est-ce que ça signifie matière? Materia, c'est l'équivalent en latin, c'est l'équivalent du grec ile, qui signifie à la fois la matière, mais à la fois l'origine, la cause, le sujet. En fait, c'est chez les Grecs, ile, ça représente le bois sous forme de matériau, qui est à la fois le sens de substance, de ce qui engendre, en quelque sorte, c'est la maternité. Et vous notez maintenant que la matière, ou en tout cas le matériau, eh bien, est construit sur mater, qui signifie la mère. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, écrivains? Ça signifie que, d'abord, on n'est pas Dieu, donc la création ex nihilo, elle n'est pas pour nous. On a besoin d'une matière à transformer, et que cette matière, qui porte donc en elle cette idée
substance qui va engendrer quelque chose, eh bien cette matière, c'est notre langue. Et puisqu'on parle de matière, ça signifie qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on fait d'une matière. Alors, ça vous paraît un petit peu curieux peut-être, mais prenons une matière telle que la pâte à modeler, puisqu'on est dans l'âge tendre. Vous avez tous fait de la pâte à modeler, et qu'est-ce que vous avez fait avec? Vous avez coupé, vous avez collé, assemblé, vous avez retranché des morceaux, vous avez bougé les formes. Et globalement, c'est ce que je vous invite à faire avec le français. Avec un traitement de texte, vous faites la même chose. Vous faites du coupé et puis vous faites du collé. Et vous mettez des bouts par endroit, en réalité. Donc, voir le français comme une matière, c'est déjà une excellente base. Va vous permettre de vous détacher de cette notion d'histoire à raconter, mais plutôt de poser le focus sur l'idée que, voilà, on a une matière, on va y revenir plusieurs fois, et de cette matière, on va essayer de sortir quelque chose. Alors, je regarde un petit peu où j'en suis. Voilà, le français, donc, comme matière. Tout ce que je vous ai dit est marqué là, donc vous pourrez le retrouver. La première des matières, ou en tout cas la première des substances dans cette matière à travailler, c'est le son. Alors, il y a le son, et puis il y a les phonèmes. Je vérifie, alors, pardon pour le doute, je crois que je vous ai mis quelque part où on avance un peu, je suis désolé. C'est pas plus loin. On y revient. Pardon pour le bafouillage. Alors, j'en étais sur le son. Je pensais vous avoir mis, mais on va peut-être le retrouver, un petit graphique que j'ai pris sur Wikipédia pour vous expliquer un petit peu comment le texte s'inscrit avec un regard linguistique. Mais globalement, à la base de tout, il y a le son. Et si le son n'a pas de sens, ça reste du son. Et ça, c'est le travail de l'orthophoniste, hein, de vérifier qu'un enfant prononce le son. Mais nous, écrivains, ce qui nous intéresse, c'est le son qui a du sens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple que entre du et lu, vous voyez bien que le son n'est pas tout à fait le même, mais qu'à l'intérieur d'un mot, je vais changer le sens. La dune, c'est pas la lune. Et qu'est-ce que je peux tirer de ce constat? C'est simplement que si dans une phrase, je m'amuse à changer cette matière, je dis que mon personnage marche mais qu'il regarde la dune, ça signifie qu'il est nécessairement dans un contexte où il y a des dunes, mais si le son est mal écrit et que je marche en regardant la lune, alors je change radicalement mon histoire. Ça peut vous paraître idiot ce que je suis en train de vous raconter. Ce que j'essaie lentement de mettre en place, c'est l'idée que jusqu'à présent, vous aviez une histoire et vous aviez envie de la raconter. Et moi, je vous dis, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire ne pas avoir d'histoire et travailler simplement le texte, commencer par le son, et de ce travail de texte va découler une histoire. Et vous allez voir que petit à petit, quand on va avancer dans cette conférence, vous allez voir que c'est aussi intéressant de travailler uniquement la matière, sans idée préconçue, et de se laisser imposer finalement une histoire par le travail qu'on produit. Autre intérêt de travailler sur le son, là pour le coup on est vraiment plongé dans l'écriture, eh bien c'est que quelquefois vous changez le son, mais le sens reste le même. L'exemple type, vous connaissez Homer Simpson, et vous connaissez son expression « ou pinaise ». Quand vous entendez pinaise, vous savez qu'il veut dire punaise, donc il n'y a pas de changement de sens. Mais les auteurs, à un moment, ont décidé d'affubler ce personnage d'un défaut de langage, d'un défaut de prononciation. Et aujourd'hui, c'est quand même dingue, parce que même sans la prononciation, si vous lisez quelque part l'expression « ou pinaise », vous savez nécessairement que c'est Homer Simpson qui parle. Donc ça, c'est un vrai travail d'auteur, et ça vous ramène à la question de savoir comment vont parler mes personnages. Est-ce qu'ils ont tous le même niveau de langage? Vous êtes, vous, narrateur, mais vous n'êtes pas tous les personnages. Donc il faudra faire attention, dans votre travail de style, de ne pas laisser le narrateur s'exprimer à travers tous les personnages. Je vous ai dit tout à l'heure, mettez-vous en danger. Ça veut dire, oui, je dois laisser passer des choses qui me sont propres, mais dans la forme, dans le style, il faut que chaque personnage parle avec sa façon à lui de parler. Ça, c'est une chose à retenir extrêmement importante.
Alors oui, j'avais pris une petite note qui me paraît importante. Je viens de vous dire que c'est pas forcément l'histoire qui se met en forme dans un texte, ça peut être le texte qui génère l'histoire. Pour que vous compreniez bien vers où je souhaite vous amener, il faut comprendre que si vous étiez par exemple sculpteur sur bois, vous avez deux façons de procéder. Soit vous avez une idée et vous allez chercher une pièce de bois et vous allez sculpter cette idée que vous avez en tête, que vous faites à l'heure actuelle quand vous écrivez. Ou alors vous n'avez pas d'idée, vous allez vous promener dans les bois, et à un moment vous allez tomber sur un tronc, une souche ou je ne sais quoi, qui a une forme particulière, qui vous fait penser à un sujet. Il a une forme de tête de cheval, mais il y aura un peu de travail dessus. Et à ce moment-là, vous l'apprenez. Donc, vous voyez qu'il y a deux manières de travailler. On peut se laisser influencer par la matière, ou alors on a déjà une idée et on va modifier la matière pour aller en direction de cette idée. Mais c'est important d'avoir les deux en tête. Alors, écrire, il faut qu'on parle de l'écriture, puisque c'est quand même le sujet du jour. Deux verbes en français servent pour traduire l'écriture. Il y a d'abord le verbe graphein, qui a donné graphique, graphe, photographe, celui qui écrit la lumière. Et en grec, graphein signifiait en effet autant dessiner que tracer. Donc c'est extrêmement important de revenir à cette idée-là, parce que la question qu'on peut se poser, c'est si j'écris à l'ordinateur, est-ce que la notion de dessin est toujours présente? Du coup, est-ce que écrire à l'ordinateur, c'est toujours écrire? Pour le coup, si je dois donner un conseil, et si je ne sais pas si je peux me le permettre, mais le conseil que je donnerais, c'est écrire à la main. D'une part parce que l'écriture, c'est un processus lent, et qu'on n'a pas besoin d'un ordinateur pour nous faire gagner du temps. Ensuite, parce que quand vous écrivez sur papier, vous pouvez à la fois raturer, tirer des flèches, entourer un mot, écrire des synonymes, les mettre côte à côte. Si vous le faites sur un ordinateur, si vous changez un mot, vous effacez le mot que vous voulez enlever. Sur papier, vous pouvez l'écrire, vous pouvez faire une flèche, écrire un peu plus loin, vous faire toute une liste de synonymes. Vous pouvez même dessiner ce qui passe par la tête. Et d'une certaine manière, vous pouvez créer un bouillonnement d'idées. Et franchement, le traitement de texte vous limite. Il limite notre pensée, il nous structure de trop. C'est-à-dire que dans la création, vous le savez, je ne vous apprends rien, il est nécessaire de ne pas être trop structuré, en tout cas de ne pas se mettre de barrières. Or, l'ordinateur évite les débordements. Il nous amène finalement au texte final sans passer par l'écrit. Et on verra tout à l'heure quelle différence il y a entre le texte et l'écrit, parce qu'il y en a une. Donc, d'une certaine manière, le traitement de texte, ou en tout cas le PC, l'ordi, comme vous voulez, oublie l'idée de matière. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai fait dérouler un petit peu le PowerPoint, vous avez pu voir à un moment un calligramme. Je vais vous le remettre, on reviendra en arrière. Je pense que je l'ai mis. Le voici. Et là, ici, je retrouve l'idée très forte de l'écriture qui est mêlée au dessin, comme chez les Grecs, comme dans Graphein. Et si vous écrivez aujourd'hui, eh bien, vous avez le droit de proposer un manuscrit, et au milieu de votre roman, pourquoi ne pas faire une page avec juste une partie de texte qui serait dessinée, par exemple. Et vous voyez, c'est franchement dommage de s'amputer de toute une partie en fait de ce que signifie l'écriture, en tout cas pour les Grecs. Je reviens en arrière. Ici, je vous ai mis la deuxième racine qui est importante. Le latin scribere, écrire, vient d'une racine indo-européenne scare, qui voulait dire couper, inciser, gratter, entailler. Cette racine, vous la retrouvez dans plein de mots, et notamment dans la scarification. Et ce qui signifie que finalement, il y a un lien réel entre l'écriture et le fait d'inciser, et peut-être même d'inscrire dans les chairs, en fait, comme la scarification, comme Scarface, par exemple, ou l'anglais scratch pour égratignure. Donc, l'écriture, c'est tout ça. En fait. C'est à la fois un bouillonnement d'idées qui se traduit autant par le dessin que par l'écriture en elle-même, mais aussi cette volonté d'aller écrire dans nos chairs, c'est-à-dire d'aller piocher dans ce qu'on a de plus intime pour
pouvoir le livrer au lecteur, de manière à ce que le lecteur lui-même puisse l'inscrire dans ses propres chairs. Je vais vous poser quelques questions. Quelle réflexion l'écrivain peut-il mener? Est-ce que écrire sur PC, est-ce que c'est vraiment écrire? Je pense que vous avez tous une réponse différente. Ce que je vous livre, ça n'est que mon point de vue, et je pense qu'il y a autant de points de vue différents que d'écrivains. Mais étant dans le métier, ça me paraît important de vous livrer, en tout cas, ma façon de voir les choses. Je vous ai mis en bas de page orthographe le mot symbole. J'aime bien ce mot et je le place. Je fais quelquefois des conférences. J'en ai fait une en novembre à la fac de Nanterre pour vous mettre à l'aise, en fait. Le mot orthographe, il est rigolo comme tout parce que c'est un mot symbole. En effet, hein, si vous faites des fautes, vous n'êtes pas très bon en orthographe. Seulement, orthographe ne signifie pas ce qu'il devrait signifier. Dans le même pavé de texte, vous voyez en haut, j'ai marqué photographe. Le photographe, on est d'accord, c'est bien celui qui prend la photo. Et la photo, en réalité, c'est la photographie. En grec, ce qui se termine par graphia a été traduit par un E, et graphos a été traduit par le E. Donc, le graphos, c'est celui qui fait l'action. Et là, si vous avez compris où je voulais vous emmener, orthographe, eh bien l'orthographe n'est pas une matière, pour le coup. L'orthographe, c'est celui qui écrit bien. Donc à l'école, en réalité, si vous ne faisiez pas de faute, eh bien vous étiez bon en orthographie. Voilà, comme vous auriez pu être bon en photographie, vous étiez bon en orthographie, et donc vous étiez de ce fait un excellent orthographe. Voilà, donc un mot symbole qui a été mal traduit et qu'on n'a jamais voulu corriger. Ça, c'était pour le petit clin d'œil. Alors, j'enchaîne sur l'écriture, et bien sur la lecture. Alors tout ça, ça peut vous paraître un peu brouillon, hein, mais tout va se rassembler à mesure qu'on avance et vous allez voir où on veut arriver. Le calligramme d'Apollinaire, on l'a vu, on arrive à produire et non pas à la lecture. Alors voilà une histoire intéressante que je vais vous raconter. Produire, on parle à l'école de production d'écrit. Les instituteurs, en général, vous apprennent la lecture. Lire, c'est restituer un sens. Voilà. Que veut dire l'auteur? Vous connaissez l'histoire. Hein. Et ensuite, on passe à la production d'écrit. Et vous voyez, je vous ai marqué que produire signifie donc devant et duire, qui vient de ducere en latin, qui veut dire mener. Donc, lorsque j'écris, je fais de la production d'écrit. Hein. Et ça signifie que, en réalité, je pousse devant moi un texte qui bientôt ne va pas m'appartenir. Vous savez, par exemple, que voilà, je vous l'ai marqué, hein, dans le milieu juridique, eh bien, vous produisez un témoignage, vous produisez une preuve, c'est bien que vous la poussez devant vous pour que la partie adverse puisse la lire. Pourquoi je souligne ça? Parce que il faut avoir l'esprit, quand vous allez écrire, à un moment donné, le texte ne va plus vous appartenir. Pour illustrer ce fait, si vous regardez l'image qui est sur la droite, elle est tirée d'un livre pour enfants que j'ai écrit, et vous voyez que la vache n'est pas plus haute que les bottes du petit jardinier. Or, cette vache, moi, j'ai jamais spécifié qu'il fallait qu'elle soit minuscule. Quand mon texte a été signé, c'était aux éditions Lito, il a été envoyé à une illustratrice, et cette illustratrice, quel que soit son métier, est d'abord une lectrice et a donc interprété mon texte. Et puisque je ne l'avais pas bordé suffisamment pour dire la taille de la vache, puisque ça me paraissait évident, elle l'a pris comme une faille et elle a eu à cœur de dessiner une toute petite vache, petite comme un petit chien, quoi. J'ai bien aimé l'idée, donc on est parti dans cette illustration. Mais ça veut dire une chose, et c'est très important pour vous tous qui écrivez, c'est que vous ne serez pas derrière votre lecteur au moment où il va lire et découvrir votre texte. Ça signifie que vous ne pouvez pas écrire sans avoir en tête le lecteur. Alors il y a un monsieur qui est spécialiste de cette réflexion, c'est Umberto Eco. Donc je mets ici le texte n'appartient plus à l'auteur. Le lecteur devient propriétaire du texte, il peut
Et il va le faire. Décidément, je n'ai pas mes slides dans le bon ordre. On va y venir. Ce monsieur, donc je ne vais pas passer tous les slides, hein, il vient après. Umberto Eco a écrit un livre que je vous conjure de lire. C'est Le rôle du lecteur Fabula, et où il va vous expliquer que écrire chez soi, dans sa cuisine, pour soi, est une aberration. Vous devez absolument écrire en vous demandant ce que va penser votre lecteur de votre texte. Et l'exemple qu'il donne très exactement, c'est la partie d'échecs. Si vous voulez gagner une partie d'échecs, vous devez imaginer ce que votre adversaire va jouer à chacun de vos coups. Et plus votre joueur imaginaire est proche du joueur réel, et alors plus vous avez de chances de gagner. Selon lui, dans l'écriture, il faut avoir un lecteur imaginaire et être capable d'imaginer ses réflexions et comment il va prendre votre texte. Alors seulement vous allez être en mesure de poser une intrigue et d'amener votre lecteur absolument où vous voulez qu'il aille. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le trimballer, lui poser des pièges, l'amener à penser certaines choses et le captiver dans votre écriture. Ça aussi, ça fait partie du style. Donc c'est extrêmement important et on va tout de suite expliquer ce que c'est que la lecture et vous allez voir que c'est très proche de l'écriture. Donc, puisque je suis sur le slide de qui est l'écrivain, je lis vite fait ce slide pour vous l'expliquer. L'écrivain est celui qui joue avec les sons, on l'a vu, les sens, les mots, les phrases, les propositions, les interprétations et les croyances du lecteur. Ça rejoint ce que je viens de dire. Écrire une liste de courses, ça n'est pas écrire, et je vous l'ai dit tout à l'heure, Roland Barthes propose la notion d'écrivance. Un écrit scientifique, ça n'est pas un texte. On va définir ce que c'est que le texte. Voilà. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je bois un verre d'eau parce que ça donne soif de parler. Et on va tâcher. Alors, auteur et création. Alors, l'auteur, décidément, on n'arrive pas encore à la lecture, mais l'auteur, c'est celui qui a autorité. Vous êtes, par exemple, l'auteur d'un film. Donc, c'est vous qui allez créer. Je vous l'ai dit, le véritable créateur, c'est l'auteur, mais il ne crie pas ex nihilo. Il a besoin donc de sa matière, la langue. Il produit un écrit, finalement tout ça c'est un résumé, et quand il a terminé son écrit, l'écrit devient un texte. Et on va voir pourquoi. Vous voyez que l'écrit c'est la création en cours, et le texte c'est le montage terminé. Donc on est toujours dans cette matière et dans cette idée de montage. La preuve, c'est qu'en effet, on lit Platon dans le texte, et jamais on vous dira « j'ai lu Platon dans l'écrit ». L'écrit, c'est ce qui est en cours. Okay. Ça, c'est le petit slide que je voulais vous montrer tout à l'heure, et qui reprend finalement tout ce qui est un texte réellement. Du cœur, vous voyez que vous avez un son. Si ce son a du sens, c'est un phonème qui crée des mots et des phrases et des propositions, etc. Alors voilà le fameux bouquin de Umberto Eco, okay, Lector in Fabula. Vraiment achetez-le et lisez-le. Et on en arrive à la lecture. Alors lire, en effet, ça vient du latin legere, cueillir, choisir. Et c'est exactement la racine leg qui signifie cueillir. Cette racine, vous la retrouvez notamment dans les légumes, pour la bonne raison que les légumes, c'est ce qu'on cueille. Vous la retrouvez aussi étonnamment dans un adjectif ou un mot, comme l'élégance, par exemple. Parce qu'en effet, vous êtes élégant une fois que vous avez fait un choix de vêtements dans votre placard. Alors, à quoi ça nous sert, nous, auteurs, de savoir que lire, c'est cueillir ? Eh bien, d'une part, il faut savoir que l'activité de lecture ou de diction était à peu près la même. C'est-à-dire que sous la Grèce antique, quand on prenait la parole, on n'improvisait pas. On avait d'abord écrit le texte, on l'apprenait et éventuellement on le lisait, mais le plus souvent on le disait. Ce qui est sûr, c'est que comme on l'avait écrit, on avait d'abord choisi les mots. Donc vous voyez que dans l'écriture, vous choisissez les mots, mais dans la lecture aussi. Mais ça veut dire que quand vous êtes lecteur, vous avez le droit de prendre ce qui vous intéresse dans un texte. Et vous allez voir que dans le processus de l'écrit, si vous êtes d'abord lecteur, vous avez accès à une matière que vous allez pouvoir transformer. Alors, tout ça, je vous l'ai dit.
Alors, je vais donc vous donner des exemples de travail à partir de la lecture. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ce constat? Typiquement, lorsque je prends un texte, alors je m'amuse à le faire, là, pour le coup, là, je vous raconte vraiment ma vie. Si vous prenez un texte, vous pouvez choisir un mot, 3 mots, une moitié de phrase. Et on a dit tout à l'heure que quand on écrivait à la main, on pouvait rayer, faire des flèches, etc. Je fais la même chose sur des livres qui ne m'appartiennent pas. Et rien ne m'empêche en réalité de prendre un début de phrase et puis de la coquiner avec la fin d'une autre phrase. Et je viens à ce moment-là de créer une phrase qui sort de nulle part, mais qui quelquefois va m'amener sur des pistes de création. Alors, pour être plus clair, imaginez une histoire où un petit garçon se prépare pour aller à l'école et il se prépare, il prépare son sac d'école, il descend, il pose son sac dans l'entrée et il va déjeuner. Et la phrase dit que pendant que le petit Paul déjeune, le sac reste dans l'entrée. Je prends le sac reste dans l'entrée et je vais le coller avec une phrase qui plus loin dit que le petit garçon va à l'école. Et si je fais des coupes, à ce moment-là, je me retrouve avec une phrase qui dit le cartable va à l'école. Quel intérêt? Eh bien, je viens de créer une proposition à laquelle il va falloir que je réponde. Et il va falloir que je raconte cette histoire, que j'explique pourquoi ce petit sac va à l'école tout seul, qu'est-ce que ça peut générer, etc. Je vous rappelle que je suis auteur jeunesse et que, comment dire, je vais dans la direction de ce que je pratique, évidemment. Mais donc vous voyez que quand la personne écrit un bouquin, elle ne sait pas qu'un type comme moi, par exemple, va désosser son texte, prendre des bouts de phrases, uniquement pour alimenter son imagination. Travailler la matière, c'est aussi ça, en définitive. On va y revenir un petit peu plus loin. On a parlé de la production d'écrit, donc on en arrive maintenant à l'incipit, puisque là maintenant, ça y est, on va rentrer dans la matière. Et la première matière, on l'a vu, c'était le son. On va aller un petit peu plus loin et on va démarrer avec une phrase. Donc ce que vous voyez ici, c'est un bouquin que j'ai eu du mal à trouver parce qu'il est difficile à trouver. Il est plus édité depuis très longtemps. On le trouve encore d'occasion. Il est un peu cher d'occasion, mais enfin, si vous pouvez le trouver, sautez sur l'occasion. Rares sont les auteurs qui racontent comment ils écrivent et comment ils sont arrivés là. Je crois que vous pouvez lire les mots de Sartre, mais Aragon a écrit « Je n'ai jamais appris à écrire » ou les incipit. Incipit, en latin, ça veut dire « il commence ». Incipio, je commence. Et alors, qu'est-ce que c'est l'incipit? C'est la première phrase d'un livre. Et selon Aragon, cette première phrase contient la quasi-totalité du bouquin. En tout cas, elle donne des informations cruciales. Incipit célèbre. Donc là, c'est dommage parce qu'on ne peut pas interagir. Vous êtes juste obligé de m'écouter. Sinon, je vous aurais posé la question. Ceux qui ont lu le bouquin se souviennent peut-être de longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et vous voyez que dans cette phrase, on fait 2 fois référence au temps. Il y a longtemps et il y a l'heure en fin de phrase. Donc le premier mot et le dernier mot de la phrase sont des références au temps. Vous ne serez donc pas étonné si je vous dis que cette phrase est l'incipit de la recherche à la recherche du temps perdu de Proust. Le deuxième incipit que je viens de vous imprimer, la première fois qu'Aurélien Vibrenis il la trouva franchement laide, ça pour le coup c'est d'Aragon, dans le livre éponyme Aurélien. Et cet incipit il est assez génial parce qu'en fait il pose un état de fait, mais là où je veux vous emmener, une question n'est pas simplement une phrase avec un point d'interrogation. En fait, une phrase affirmative, contient toujours plusieurs questions. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, évidemment, si on vous précise la première fois, c'est qu'il va y avoir une seconde fois. Il la trouva franchement laide. Donc nécessairement, si on vous précise que la première fois il l'a trouvée laide, c'est que la deuxième fois il va la trouver belle. Donc d'emblée, si vous voulez, Aragon pose en une seule phrase l'idée qu'on n'est pas dans un roman policier et évidemment on est dans une histoire d'amour.
Donc voilà l'intérêt de l'Inkipit. Je crois que je vous en ai mis un troisième. Celui-là, il est super, c'est Les âmes grises. Hein, je l'ai trouvé il y a peu. Et ça démarre par je ne sais pas trop par où commencer. Je trouve ça génial. On a l'impression du coup de vivre l'écriture en direct et de voir l'écrivain se poser et qui dit il y a trop de choses à dire. Je crois même que la deuxième phrase c'est trop difficile. Donc on comprend d'emblée dans cette phrase que l'affaire est compliquée, que remonter le temps va être difficile, etc., etc. Je vous propose maintenant de travailler sur un Inkipit que j'ai inventé. Donc pour le coup, ça n'en est pas un, c'est juste une phrase. Pour vous montrer ce qu'on peut faire à partir d'une phrase, c'est-à-dire à partir d'une matière. Donc je prends une phrase bidon que je crée et qui dit Chloé retourna dans la pièce, elle avait les yeux rouges. Même technique que pour ce qu'on vient de faire avec les autres. On va poser des questions pour chaque mot. Chloé, qui est Chloé? Est-ce une femme? Est-ce une fille? Est-ce un animal? Ça pourrait. Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce que c'est un personnage fantastique? À moi, auteur, puisque je vous l'ai dit, j'ai autorité. Si je suis auteur, donc à vous, qui êtes auteur, à vous maintenant de dire qui est Chloé. Si elle retourne dans la pièce, c'est qu'elle y était avant. Donc pourquoi est-ce qu'elle est sortie de cette pièce? Et de quelle pièce s'agit-il? Est-ce une cuisine ou une chambre ou autre? D'accord? Elle avait les yeux rouges. Il va falloir expliquer pourquoi. Et on pourrait même se demander si elle a toujours les yeux rouges ou si elle a pleuré ou bien si elle a pris un coup de bombe lacrymo. Et même sur les yeux, on pourrait encore poser d'autres questions. Est-ce qu'elle en a 2, 3? Pourquoi pas? Si c'est un personnage fantastique, peut-être une douzaine, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que à partir d'une phrase, là pour le coup, on est vraiment dans le travail de la matière, on peut créer un maximum d'histoires. Personnellement, parmi les jeux que j'aime faire, j'adore quand je lis un bouquin, en fait, je tombe quelquefois sur des phrases, j'appelle ça des portes, et certaines phrases, peut-être, si vous la retirez du contexte, eh bien certaines phrases peuvent devenir des incipits extraordinaires. Et je vous fais la promesse de ne pas vous mentir dans ce que je vous dis, dans ce que je vais vous dire dans la seconde. Tout à l'heure, en préparant cette conférence, je me suis dit, tiens, puisque je vais leur parler de cette technique, de cet amusement de chercher des portes dans les livres, je me suis levé et j'ai pris le premier bouquin qui me tombait sous la main et je me suis dit, je vais l'ouvrir. Donc j'ai saisi Italo Calvino, temps zéro, et je l'ai ouvert à 2 pages. La première page, c'était la page 62, et je me suis dit, je vais noter une phrase au hasard. Le plus drôle, c'est que cette phrase est extrêmement longue et que, sortie du contexte, je trouve qu'elle pourrait faire un incipit génial. Je vous la livre. En premier lieu, je dois mieux spécifier ce que je disais sur mon peu de souvenirs, c'est-à-dire prévenir que si quelques parties de mon récit sont moins amplement développées que d'autres, cela ne veut pas dire qu'elles sont moins importantes, mais seulement qu'elles sont moins bien établies dans ma mémoire, dans la mesure où ce que je me rappelle bien est la phase initiale de mon histoire d'amour, je dirais presque sa phase antécédente, c'est-à-dire que sur le plus beau de l'histoire d'amour, la mémoire se défait, s'effiloche, se fragmente, et il n'y a plus moyen de se rappeler ce qui arrive ensuite. Je dis cela pas par précaution oratoire, comme si je voulais vous faire écouter une histoire d'amour dont je ne me rappelle même pas, mais pour éclaircir le fait que de ne pas me la rappeler est jusqu'à un certain point nécessaire, parce que l'histoire est celle-ci et pas une autre, c'est-à-dire que alors que d'habitude une histoire consiste dans le souvenir qu'on en a, ici l'oubli de l'histoire devient l'histoire elle-même. Je pense que vous n'avez rien compris, la phrase est ultra complexe, elle a à peine une virgule, mais je suis tombé dessus par hasard. Eh bien, gageons que si je la plaçais en incipit, ce serait un début d'histoire d'amour extraordinaire. Et dans le même genre, mais beaucoup plus court, pour vous citer un deuxième exemple, j'ai ouvert le même bouquin à la page 117 et je suis tombé sur ma première crainte. À peine nous sommes-nous trouvés ici même bloqués, a été de le voir venir vers moi à pied, seul et libre, au milieu de centaines de personnes clouées à leur volant, passer tranquillement en revue la file de voitures et arriver à la mienne, vider sur moi le reste de son chargeur pour ensuite se sauver en courant.
Et là, c'est génial, parce que dans cette phrase-là, on ne sait pas où on est, on ne sait pas de qui on parle, on comprend juste qu'un type est en voiture et que il a la trouille que quelqu'un remonte la file de voiture, le flingue à la main, et lui mette une balle dans la tête. Et là, pour le coup, c'est sorti du même bouquin, et vous voyez que, hors contexte, cette phrase pourrait être l'incipit extraordinaire d'un roman policier. Donc, ce que je veux vous dire, je reviens au début de ma conférence. Vous voyez que, en prenant un livre, en sortant une phrase, faite de mots, j'ai à ce moment-là de la matière et c'est à moi de la travailler. Je vous promets que c'est un exercice génial de prendre une phrase au hasard dans un livre et de vous dire ça, c'est le début de mon roman et maintenant je vais broder autour. Et c'est une technique vraiment chouette si vous voulez vous lancer dans l'écriture ou si vous voulez relancer votre imagination. Je regarde l'heure parce qu'on a démarré vers 8 heures et ça fait déjà 3 quarts d'heure, donc je vais tâcher d'accélérer un peu. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a pris une phrase et on s'est rendu compte que dans cette phrase, eh bien, potentiellement, il y avait d'autres histoires que celles que l'histoire nous livrait. Eh bien, tout ça, je ne l'ai pas inventé. Les surréalistes sont passés par là avant moi et je vous invite là aussi à lire la littérature potentielle. Vous voyez marqué en gros Oulipo, et vous connaissez ce mot, vous avez entendu parler des Oulipiens. Oulipo, signifie ouvroir de littérature potentielle. Un ouvroir, c'est un atelier. Petit exemple que je vous livre sur la phrase du bas. Les surréalistes ont ouvert la voie avec l'Oulipo. Exemple S plus 5. C'est simple. Vous prenez un texte court, une fable de La Fontaine par exemple, et chaque substantif, vous le cherchez dans le dictionnaire et vous prenez celui qui est 5 rangs plus bas, donc le 5e substantif dans le dictionnaire, et vous réécrivez la fable. Je vous assure que les résultats sont assez rigolos. Dans ce petit bouquin de littérature potentielle, vous avez une grande quantité de jeux littéraires à mettre en place, mais sont pas des jeux d'esprit. C'est vraiment fait pour créer de la littérature, et franchement, c'est très très sympa. Alors, la chose tissée, là on y arrive, parce que ça c'est quand même très important. Pourquoi est-ce que je vous parle de texte depuis le début? Vous avez remarqué, le texte et le textile, eh bien c'est la même famille. Vous savez aussi depuis l'école qu'on parle de la trame du texte ou bien du fil conducteur. Eh bien en fait, si vous regardez un textile, vous avez, et c'est marqué sur le schéma, un fil de trame et un fil de chaîne. Donc en gros, une ligne horizontale, une ligne verticale. Et bien voilà, on va travailler cette même machine à faire du textile. Et vous avez ici la construction d'une phrase. J'ai pris 3 bandes de papier et sur la première bande j'ai mis les sujets. Donc j'ai pris le chat et j'ai mis tous ces synonymes. J'ai fait la même chose pour le verbe et j'ai fait la même chose pour le complément. Donc le greffier dévore le rongeur et je viens de monter ma phrase avec une espèce de machine, en quelque sorte. Donc cet axe, ça s'appelle l'axe paradigmatique. On peut passer sur le terme compliqué, c'est pas très important, mais en tout cas, le paradigme, c'est le choix du mot. Pour vous, auteurs, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour travailler sur cet axe-là, le choix du mot, eh bien, vous allez vous appuyer sur le sens. Alors, toute la difficulté, elle est dans l'esthétique et le sens. Vous allez comprendre. Si je parle du chat, un chat, c'est un chat. Okay. Maintenant, si je fais un texte et que je dois parler du chat 15 fois, si je lis 15 fois le chat, mon éditeur ne va pas prendre mon texte, il va me dire tu manques un peu de vocabulaire quand même. D'accord? Sauf que entre le minet et le sac à puce, c'est pas la même chose. Le matou, le greffier, c'est pas tout à fait la même chose. Un minet, on peut imaginer que c'est un petit chat qui vit gentiment dans une maison du 16e arrondissement. Le sac à puce, probablement, vit sur les toits. Donc vous voyez que vous avez un problème de choix et vous l'aurez tout le temps. Et il va falloir créer un arbitrage entre le sens et le son. Typiquement, si vous regardez les verbes, eh bien, pour traduire le fait que le chat se nourrisse d'une souris, j'ai le choix entre manger, dévorer, déguster, avaler, croquer.
et vous savez comme moi qu'en fait, il y a une vraie différence de sens entre tous ces verbes. Mais il va falloir à un moment que je fasse un choix et que j'accepte que le sens ne soit pas exactement celui que je veux. Mais choisir un mot, et là on travaille vraiment sur le style, évidemment c'est autre chose qu'hésiter entre le sens et le son. Il y a encore d'autres choses. Il y a la forme du mot. Murmurer, par exemple, ou chuchoter, si vous les prononcez doucement, vous vous rendez compte que chuchoter, ça traduit déjà le secret. Et que au moment où vous allez raconter une action, si vous dites à la place de chuchoter, vous mettez elle parle à voix basse, eh bien vous ratez quelque chose. Parce que murmurer ou chuchoter, eh bien ce sont des verbes qui traduisent l'action, alors que parler, d'une certaine manière, ne veut rien dire. Vous êtes obligé d'y mettre un adjectif. Donc votre travail du style, il va se jouer sur cet axe. Vous allez choisir le mot et c'est à vous de comprendre et de justifier le choix du mot. Typiquement, des mots courts, par exemple, traduisent la vitesse, alors que des adverbes longs, qui se terminent par en, traduisent plutôt la lenteur. Je pense que ce sont les choses que vous savez, mais j'insiste dessus parce que je lis trop souvent de la... En fait, je la lis pas, j'allais dire, je lis de la chiquite, mais non, je la lis pas, je la déteste. Mais quand elle croise mon chemin dans un magasin, je peux pas m'empêcher d'ouvrir ces bouquins très mal écrits, où en effet, le choix du mot n'existe pas, soyons clairs. Et c'est bien dommage. Ça fait partie des jeux que je vous invite à faire. Si vous connaissez quelqu'un qui lit ce genre de bouquin vite lu, vite digéré, vite oublié, eh bien vous en empruntez un et vous prenez des bouts de texte et vous essayez de voir comment vous auriez pu vous les réécrire avec un choix de mots bien plus adéquat. Pour vous donner une autre idée, on peut aussi choisir en fonction du champ lexical. Souvenez-vous par exemple des rois maudits. Dans les rois maudits, Druon présente le comte d'Artois comme une espèce de grand bonhomme qui a le verbe haut et qui adore les femmes. Et le champ lexical, pendant tout un paragraphe, et même plus tard, tourne autour du coq. Ce qui fait que quand le comte d'Artois se met en colère, eh bien, Druon dit qu'il se crête. Voilà. Je trouve que l'image est géniale parce qu'on imagine ce grand coq avec la crête qui se colore d'un seul coup. Et vous voyez que donc, en fait, ce travail sur cet axe paradigmatique, vertical, il est crucial. J'essaye d'accélérer pour pas me faire disputer par mon fils. Alors, reste maintenant l'axe syntagmatique, et vous allez comprendre, c'est celui-ci. C'est-à-dire que maintenant que j'ai choisi mon mot, il faut qu'il ait une place. Là, je viens d'inverser. Tout à l'heure, j'avais un chat qui mangeait un rongeur, et maintenant, c'est l'inverse. Alors, si je veux respecter le sens, évidemment, je vais changer, je vais passer au passif. Je vais marquer que le rongeur est dévoré par le matou. Mais comme nous sommes des créateurs et des joueurs, si je ne change pas le verbe, et que simplement j'inverse la place des mots, eh bien à ce moment-là, je me retrouve avec une histoire toute différente. Et là aussi, comme nous sommes des créateurs, eh bien, nous allons devoir répondre à de nouvelles interrogations. Pourquoi est-ce que cette souris peut dévorer le chat? Est-ce que le chat est malade? Est-ce que la souris est géante? Si elle est géante, pourquoi est-ce qu'elle est devenue géante? Est-ce que c'est le chat qui est minuscule? Si c'est le cas, est-ce qu'il a pris une potion? Pourquoi est-ce qu'il est devenu petit? Etc. etc. Vous voyez, le travail de la matière est extraordinaire. Il vous suffit de déplacer deux mots et à ce moment-là, vous créez d'un seul coup un nouvel espace de création et vous soulevez des questions auxquelles vous allez apporter des réponses. Alors, dans la foulée, et franchement, j'aime beaucoup cet exemple, vous allez voir que... alors, j'essaie de passer un petit peu plus rapidement, voilà. Souvenez-vous du bourgeois gentilhomme. Donc, que fait M. Jourdain? Il a écrit une petite déclaration d'amour et il demande au maître de philosophie ce qu'il en pense. Et ce dernier lui répond il faut bien étendre un peu la chose. Ce à quoi M. Jourdain lui dit non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tourner à la mode bien arrangée comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. Que lui dit M. Jourdain? Dans un autre langage, qui est celui qu'on vient d'employer, en gros, il lui dit essayez de faire quelque chose de joli en jouant uniquement sur l'axe syntagmatique, voilà, déplacez les mots, mais ne les changez pas.
Donc ne travaillez pas sur l'axe vertical, n'allez pas me chercher des synonymes. Donc le maître de philosophie s'exécute et il lui dit, et vous connaissez tous évidemment ce passage, on les peut mettre premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Alors tout ça peut paraître un peu ridicule. Néanmoins, si vous regardez la troisième phrase, personnellement, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Eh bien, si vous vous arrêtez sur une partie de la phrase, moi je trouve que vos yeux beaux d'amour, eh bien là vous venez de créer, je trouve, une formule extrêmement poétique. Parce que des yeux qui sont beaux d'amour, je ne sais pas si j'aurais trouvé la formule. Mais là, vous voyez encore une fois qu'en jouant avec la matière, je viens de faire naître quelque chose. Je trouve que des yeux beaux d'amour, c'est absolument magnifique. Petit exemple. Quelle est la version la plus romantique? Je vous donne mille. Mon cœur, j'attendrai ton retour. Ou bien, j'attendrai mon cœur ton retour. Vous voyez que là, j'oblige le lecteur à poser sa respiration. J'attendrai mon cœur ton retour. Je vais également le mettre dans ce sens. Au retour, j'attendrai mon cœur. Il est extrêmement important pour nous, auteurs, à un moment, de jouer sur cet axe-là. On a joué sur l'axe vertical, mais l'axe horizontal, syntagmatique, nous permet à un moment de créer de la poésie. Ça va aussi nous sortir de cette mauvaise écriture que je lis trop souvent, j'en parlais il y a 2 secondes, avec ces phrases qui ne fonctionnent que par sujet, verbe, complément. Elle entra dans la pièce et décida de se faire un thé. Elle mit de l'eau à bouillir, l'eau bouillait, et elle attendait, et elle repensait à ce que lui avait dit son chéri, etc., etc. Tout ça, c'est du bidon, il n'y a pas de travail, et s'il n'y a pas de travail, à ce moment-là, il n'y a pas d'écriture. Donc je vous en conjure, travaillez sur ces 2 axes pour créer votre style. Alors, donc, créer, c'est ce qu'on vient de voir, en fait, donc créer à partir de ces 2 axes, travailler sur les synonymes, chercher les mots en fonction de leur forme et de ce qu'ils portent de sens. Écrire, c'est hésiter entre le sens et le son, disait Paul Valéry. Mais oui, on vient de comprendre pourquoi. Je passe sur créer à partir de la matière parce que tout ce que je vous lis, je viens de le dire. J'arrive à peu près à la fin, je vous montre une image qui me plaît beaucoup parce que ça reprend exactement ce que je viens de vous expliquer sur cette conférence. La littérature, c'est ce qu'on lit et qu'on rature, c'est ce que disent les surréalistes. Si vous regardez le dessin à côté, je trouve génial parce que on a dit tout à l'heure que écrire, c'était dessiner. C'est ce qu'a fait une personne sur un texte. On a dit aussi que lire, c'était choisir. C'est également ce qu'a fait cette personne, puisqu'elle elle a caviardé une partie du texte, elle a mis en exergue certains mots, et ça donne une nouvelle phrase qui n'appartenait pas au texte. Voilà. Money took his family and the children and rebuilt everything. Je vous laisse traduire. Alors, je regarde s'il y a des choses. Ah oui, il y a quand même 2 petites choses encore importantes que je dois vous dire qui sont très chouettes. Alors, vous l'avez vu, à partir de la matière, à partir de textes, comme je vous le montre sur cette image, on peut donc extraire d'autres histoires d'une histoire qui est déjà montée. Mais dans votre processus d'écriture, on l'a dit, écrire, c'est poser des questions et il faut faire des choix. Mais il vous faut vous poser des questions sur tout, en réalité. Par exemple, qui est mon narrateur? Parce que moi, je suis l'auteur, mais est-ce que l'auteur et le narrateur, eh bien, c'est la même personne? Si ça n'est pas la même personne, qui est ce narrateur? Qu'est-ce que je vais lui donner comme pouvoir? Est-ce qu'il sait tout ou pas? Est-ce qu'il est omnipotent? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'il peut tout raconter? Est-ce que le narrateur est un personnage ou est-ce que c'est juste un narrateur qui est un personnage mais qui n'est pas intégré à l'histoire? Posez-vous ce genre de questions. N'oubliez pas que la narration, c'est une histoire de temps. Alors comment est-ce que je vais jouer avec ce paramètre? Il faut jouer avec tous les paramètres. C'est-à-dire, quand je vous dis qui est mon narrateur, mais je pourrais aussi considérer qu'il y a plusieurs narrateurs. Est-ce que pourquoi il y en aurait qu'un? Pourquoi est-ce que je raconterais pas plusieurs points de vue? Et
et si, par exemple, le point de vue changeait avec le temps. Et si je racontais une histoire en temps réel et qu'en parallèle, je racontais la même histoire vue 100 ans plus tard. À mon avis, elle n'aurait pas du tout la même saveur. Je peux aussi la raconter par la fin. Et puis il y a des éléments déclencheurs. Alors maintenant, je vous pose une colle et vous y répondrez chez vous devant une feuille. Le plus souvent, si vous regardez bien, une histoire commence par une situation qu'on vous donne et puis à un moment, il y a un élément. Et un élément déclencheur. Voilà. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour, voilà ce qui se passe. Alors essayez maintenant d'écrire une histoire où il n'y a pas d'événement. Ça, c'est une grosse colle et vous allez voir que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que vous avez une vie, votre personnage vit une vie, et là, il doit se passer quelque chose, mais vous devez le raconter sans qu'il y ait d'événement à la base. J'en arrive à un principe dramaturgique que j'adore et qui va aussi largement modifier vos textes, c'est le détail. Alors, je fais appel aussi à votre vécu d'enfant. Vous l'avez tous fait, j'en mets ma main à couper. Vous avez joué dans les cours de récréation, vous avez joué à toutes sortes de choses, aux bandits, aux policiers, et à un moment, vous avez dit, parce qu'on vous avait enfermé en prison, et vous avez dit, on aurait dit que j'avais la clé dans ma poche, mais on aurait dit que j'avais un couteau sur moi. Voilà. Eh bien, ça, ce sont des histoires d'enfants. Et quand on écrit sans faire de montage, en gros, c'est ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous écrivez? Eh bien, à un moment, il y a des personnages ou des actions, des choses qui s'imposent à vous. Et si vous avez fait un plan, si vous avez fait quelque chose de trop rigide, ou si vous avez fait du trop propre parce que vous écrivez à l'ordinateur, à un moment, vous allez être coincé. Et si votre personnage a besoin d'un couteau à la page 157, vous êtes bien emmerdé si vous n'avez pas pensé à lui mettre un couteau dans sa poche 50 pages plus tôt. Donc le montage, ça sert aussi à ça. Ça sert à poser des détails et ça sert aussi à passer un contrat avec votre lecteur. C'est-à-dire que dans votre manière d'écrire, si un personnage a besoin d'un élément, d'un détail, eh bien n'hésitez pas, revenez en arrière, cassez ce que vous avez fait, recréez un chapitre où ce couteau, par exemple, dont il aura besoin 50 pages plus tard, eh bien ce couteau, on voit à un moment une scène où il le ramasse, ou bien une scène où son père lui donne ce couteau, etc. Il faut que ce soit anodin, parce que votre lecteur a une excellente mémoire, et 150 pages plus loin, si votre personnage sort un couteau de sa poche, votre lecteur saura, il se souviendra que en tout début d'histoire, en effet, c'est vrai, ce couteau, il l'avait ramassé de partout. Ça nous renvoie à un principe dramaturgique connu. Antoine va sourire quand je vais l'énoncer. C'est le fusil de Tchekhov. Que dit Tchekhov? Tchekhov, il dit, si dans l'acte 1 de votre pièce, vous avez accroché un fusil au mur, ou que ce fusil est chargé, alors, dans l'acte 2 ou dans l'acte 3, ce fusil doit tirer une balle. C'est ça le principe du fusil de Tchekhov. Ça veut dire, en gros, que tout ce que vous mettez doit être justifié. Et si vous partez de ce principe, alors croyez-moi, vous allez faire un sacré ménage dans votre histoire et vous allez vous rendre compte que toutes les descriptions qui vous font plaisir, en fait, elles alourdissent votre livre et elles bousillent votre style si elles ne sont pas justifiées. Donc, réfléchissez à ça. Encore une fois, je pense, moi en tout cas, je travaille comme ça, je ne suis pas certain qu'il faille faire des plans et des fiches, mais si vous en faites, ne les figez pas. N'hésitez pas à revenir en arrière, n'hésitez pas à bouger les lignes, laissez-vous embarquer par vos propres personnages, et s'ils vous amènent en dehors de votre histoire, suivez-les. Je crois que c'est Aragon qui disait, alors sachez-le, Aragon n'a jamais écrit de livre policier, mais sur ce principe-là, il avait une phrase, il disait « Je n'ai jamais su qui était l'assassin ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que quand il écrit, Aragon ne sait pas où il va, en fait. Il avait une technique de copier-coller, il allait dans les cafés, il écoutait, et quelquefois des types qui étaient accoudés au comptoir balançaient une phrase, il aimait cette phrase, il la collait dans son roman, et ça le faisait bifurquer, et il suivait, et son histoire prenait une toute autre réalité, mais il suivait ça. Je crois que c'est là-dessus que j'aimerais terminer, en vous disant, voilà, reprenez bien votre nouvelle façon d'écrire,
jouer avec les mots plutôt qu'avec vos idées, travailler la matière, piquer des phrases à droite à gauche, tordez-les, amusez-vous avec. N'hésitez pas à prendre des phrases et à les coller dans vos textes. Suivez les directions que vous proposent vos personnages. À titre perso, il m'est arrivé quelquefois d'avoir besoin d'un petit personnage quelconque que je mettais, mais qui, par hasard, je ne sais pas pourquoi, à un moment, je lui mettais des phrases dans la bouche et ce petit personnage, je le trouvais drôle et sympa, et il s'imposait à moi, et finalement, je réécrivais l'histoire sur lui parce qu'il était bien plus spontané et bien plus vivant que ceux que j'avais créés. Donc, laissez-vous embarquer par vos propres histoires, et plus vous serez surpris par ce que vous écrivez, et plus vous aurez de chances que vos lecteurs, à leur tour, soient surpris. Je crois que je peux terminer là-dessus. Il est 9h05. Je vais rendre l'antenne au studio de Cognac Jet. Et je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire. Je vous mets ici une petite bibliographie. Comme je crois que vous pourrez télécharger la conférence, je laisse un peu de temps sur la page. Comme ça, la relecture, vous pourrez les prendre. Et sur ma dernière page, je remercie tous les modérateurs et bien sûr vous tous qui faites partie du groupe Norchi de Rêves et Projets. Et sincèrement, j'espère, avec beaucoup d'humilité, vous avoir donné, si ce n'est quelques billes, au moins l'envie de vous amuser avec l'écrit et pas dépasser ça de vue, quoi. Si vous jouez avec les mots, vous aurez des résultats. Merci beaucoup. Je coupe. Attendez. Tu peux le partage d'écran. Merci beaucoup. C'était très très intéressant. Enfin, moi, je connaissais déjà un petit peu la conférence, mais là, elle était encore plus complète. Alors, je parle, mais toi, tu m'entendais pas. Tout le monde m'entendait, sauf toi. Je disais merci beaucoup. C'était très intéressant. La conférence, du coup, moi, je la connaissais un peu condensée, mais là, c'était vraiment bien détaillé et c'était très intéressant. On a pas mal de questions. Rapide, parce que c'est l'heure où je vais me coucher. Hein, donc, Alors, la première question qui est apparue vraiment très rapidement au début, c'était comment écrire un livre autobiographique. Puis cette question, finalement, elle a évolué plus tard. C'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour trouver un style pour un livre autobiographique. La réponse, elle est un peu dans ce que j'ai dit. Il faut poser des questions. La première question, c'est le narrateur. Est-ce que, sous prétexte que je veux raconter ma vie, est-ce que alors, je reprends par la base. Au départ, il y a un auteur. Okay, si c'est autobiographique, l'auteur raconte sa propre vie. Il n'empêche que cet auteur peut se distinguer du narrateur. Alors, si les deux sont les mêmes, à ce moment-là, je vais avoir un jeune narrateur. Voilà, bonjour, je vous raconte ma vie, etc., etc., etc. Maintenant, il faut être créatif, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que voilà, admettons, je veux raconter ma vie, mais j'ai un chat. Et pourquoi est-ce que je ne ferais pas parler mon chat? Et pourquoi est-ce que mon chat ne raconterait pas toute ma vie? Et puisque dans ma jeunesse, j'ai confié beaucoup de choses intimes à mon chat, pourquoi est-ce que ce chat, finalement, ne trahirait pas ma confiance et ne livrerait pas à des lecteurs toute mon intimité, par exemple? Mais en fait, quand vous vous posez des questions, allez plus loin dans vos questions. Et je vous ai dit tout à l'heure de jouer avec le temps, par exemple. Si vous décidez de faire une autobiographie, ciblée, qu'est-ce que vous voulez raconter? Est-ce que vous voulez raconter toute votre vie, juste une partie, uniquement une toute petite partie? Est-ce que vous voulez la raconter en temps réel ou avec du recul? Voilà. Et évidemment, si je veux raconter un événement qui est arrivé quand j'avais 7 ans, est-ce qu'aujourd'hui j'en ai 55? Est-ce que je raconte cet événement avec mes yeux d'adulte, ou alors est-ce que je le raconte avec, comment dire, avec mon moi qui a 7 ans, et à ce moment-là, mon vocabulaire va pas être le même. Voilà, j'ai 7 ans, et
qui m'arrive, on est dans les années 70 et je suis comme ci et je suis comme ça. Et je vais devoir faire un vrai travail sur le style, pour le coup, parce que mon vocabulaire sera celui d'un gamin de 7 ans et mon ressenti, etc. etc. Et ça serait intéressant d'ailleurs de raconter le même événement. Sur une partie du bouquin, j'ai 7 ans, et puis sur la deuxième partie, c'est le même événement, mais j'en ai 55, par exemple. Voilà. Donc ce sont des pistes, mais il faut travailler et poser des questions sur absolument tous les domaines. Ok. Oui, effectivement, ça fait sens. Ça me fait penser à cette histoire dont je me rappelle pas le nom. Tu m'en avais parlé de ce livre avec une histoire de crime et finalement qui est raconté que par les insectes et les animaux qui étaient autour. Alors, oui, alors le titre du bouquin, c'est Anima. Et c'est assez génial parce que ça commence par un crime d'une bestialité sans nom. Et puisque c'est une femme enceinte qui est assassinée à coups de couteau. Et donc le mari décide lui-même de retrouver l'assassin. Et en fait, l'histoire est racontée par tous les animaux qu'il croise sur son chemin. Donc ça peut être un chat, un chien, une araignée dans une chambre, etc., etc. Et pourquoi le parti pris de changer de narrateur et qu'à chaque chapitre, on a un narrateur différent et qui plus est un animal, parce que l'auteur décide que les animaux vont sentir le côté animal de cet homme qui est en train de vengeance. Et du coup, l'idée de départ est géniale. Alors que, en fait, des types qui se vengent parce qu'on a assassiné leur femme, des histoires comme ça, il y en a pléthore. Et ce qui fait la différence, évidemment, c'est le parti qui est pris dès le départ de dire je vais mettre plusieurs narrateurs et qui peut le mieux sentir le côté bestial d'un homme si ce n'est un animal. Mm, tout à fait. Alors j'enchaîne sur les questions pour aller un petit peu rapidement. Euh, donc j'ai une question qui est quel a été le déclic pour comprendre comment on écrit un livre si on n'est pas un grand lecteur? Alors, je peux parler que de mon vécu. Pour le coup, ça a démarré par du fantasme. Moi, je suis tombé sur les romans de Bukowski. Ce roman, son premier, enfin, le premier roman qui m'est tombé dans les pattes, c'était Souvenir d'un pas grand-chose. Et déjà, le titre m'a assis. Je me suis dit, c'est génial. On sent déjà que le type, il n'a pas le nom, quoi. Enfin, Souvenir d'un pas grand-chose, ça veut dire j'ai une vie misérable et le peu que je me souviens, je vais vous le raconter. Mhm. Et pour le coup, Bukowski est le premier à dire il faut pas travailler. Je pense qu'il a quand même travaillé son style parce qu'il a parfois, je crois qu'un journaliste, en parlant de son style, disait c'est de la poésie dans du verre brisé. Euh, mais moi, quand je l'ai lu, j'ai pris une claque. Et quand je lis Fantasme, c'est qu'à l'époque, je me suis dit mais je veux pouvoir raconter moi aussi ce que je vis. Et je me suis lancé. J'ai lu John Fante, qui est un petit peu dans la même mouvance, avant lui évidemment. Mais évidemment, j'ai rencontré les écueils. S'il y a des questions sur les techniques et les écueils qu'on rencontre quand on débute, j'y répondrai. Sinon, je reviendrai dessus. Alors, il y avait une question, elle a été notée pendant le live, mais bon, je pense que tu y as finalement assez bien répondu pendant la conférence, qui était comment vient la créativité. J'imagine que tu y as assez. Mais encore une fois, voilà, c'est ça. C'est si on n'a pas au départ d'imagination, on sait quand même poser des questions. Et ça, c'est de l'entraînement. Mais c'est justement en travaillant la matière qu'on fait naître des possibilités d'histoire et qu'on décide de choisir une voie plutôt qu'une autre. Mhm, tout à fait. Euh, alors, j'ai une autre question. Ah, ça rejoint un petit peu l'histoire de l'autobiographie. Un journal intime est-il destiné finalement à être lu si on écrit donc pour soi? C'est l'auteur qui le décide. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on n'écrit jamais pour soi. Et est-ce que consciemment ou inconsciemment, on attend que le journal soit découvert et lu peut-être par une certaine personne? Je sais pas. On frise la psychologie. Hein. Ouais. Et
En fait, si on écrivait pour pas être lu, on écrirait n'importe comment, parce que on s'en fout que ce soit pas lisible, si c'est pas fait pour être lu. Mais tous les journaux intimes sont toujours très lisibles, si on regarde bien. C'est oui, le plus connu, le journal d'Anne Frank. Euh, Alors, donc ça, je l'ai dit. Selon toi, c'est qui le plus grand styliste dans la langue française? Mmh. Alors, je dirais la Bruyère. Alors, il faut reliser les caractères. Je pense que, comme moi, vous les avez étudiés à l'école, mais en général, on lit 3 petits paragraphes. Mais en fait, la Bruyère, on nous le présente en disant on va étudier la Bruyère et on va étudier les caractères. En réalité, il n'a écrit que les caractères, la Bruyère. Sauf que il y a travaillé dessus pendant des années, il les a repris, il a retravaillé dessus, etc. Donc c'est vraiment un exemple de travail du style. Je connais très peu d'auteurs qui ont passé autant de temps sur un bouquin. Et du coup, il a des formules qui sont extraordinaires parce qu'elles visent exactement ce qu'il veut dire. Quoi. Ça pointe juste. Je crois qu'il a une phrase, alors excusez-moi si elle n'est pas tout à fait juste, hein, là c'est vraiment de la mémoire, mais il dit le mérite ou le talent de certains est de bien écrire et d'autres c'est de n'écrire point. C'est quelque chose près, c'est ça. Voilà une phrase qui calme, je dirais. Alors, bon, il y avait pas mal de questions de Johan, mais il va me pardonner si j'en saute quelques-unes pour en faire passer aussi à d'autres personnes. On a notamment Christophe qui demande puis-je écrire sans avoir fait des études aussi poussées que vous? Alors, juste, Christophe, j'ai bien spécifié que mon Doug, je l'ai foiré. Je suis allé à la fac, mais je n'ai pas validé. Voilà. Après, on peut plus considérer que je suis un autodidacte. Maintenant, ça va être une histoire de motivation. Et il y a d'abord une vraie sincérité à avoir. Voilà. Sincèrement, bien sûr qu'il va falloir se pencher un petit peu sur l'écriture, sur ce que c'est, mais je conseillerais à Christophe de lire les lettres à un jeune poète et il trouvera les réponses dedans. Parce que Rilke, est-ce que je résume un peu ce que c'est que ces lettres, peut-être, parce que tout le monde ne sait pas. Oui, si tu veux. Globalement, un type, un militaire, fait de la poésie et il écrit à Rainer Maria Rilke et il lui dit j'adore ce que vous faites, moi-même je m'adonne à la poésie, est-ce que je peux vous envoyer quelques vers, est-ce que vous voulez bien me donner des conseils, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ils ont créé un échange épistolaire, ces deux hommes, et on n'a retrouvé que les lettres de Rilke, donc on n'a que les réponses dans ce petit livre, mais elles sont édifiantes, elles sont terribles pour qui veut écrire. Et il lui dit, cher monsieur, vous me demandez conseil, alors je vais vous en donner un. Le premier, c'est arrêter de demander des conseils. L'écriture, vous l'avez au fond de vous. Demandez-vous si vous pourriez encore écrire, si vous pourriez encore vivre si on vous empêchait d'écrire. C'est ça la vraie question. Et donc je conseillerais 2 bouquins. Celui-ci pour la motivation, et je renverrai Christophe aussi vers Bukowski, parce que Bukowski écrit d'abord avec ses trucs. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, on a une question d'une certaine Stéphanie, je ne sais pas du tout qui c'est. Quoi penser de la Bible en tant que livre? C'est vrai que c'est une bonne question. Oui, alors la Bible, ça n'est pas un livre, c'est des livres. C'est la première chose. Et alors là, du coup, pour moi, c'est plus la Bible, c'est pas un problème d'écriture, c'est un problème de lecture. C'est-à-dire que c'est un texte comme tous les grands textes sacrés religieux. C'est un texte qui prête
à interprétation. Alors, clairement, je fais partie des lecteurs de la Bible, parce que je me suis souvent dit que je ne comprenais pas pourquoi ce bouquin qui racontait des paraboles et toutes sortes d'histoires improbables pouvait avoir traversé les siècles. Petit à petit, j'ai compris comment il fallait lire la Bible. Les réponses qu'on peut y trouver sont celles qu'on veut bien y mettre. L'idée, c'est de dire non pas que voulait dire ce texte à l'époque, mais ce petit bout de texte-là, qu'est-ce qui peut m'apporter aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, et qu'est-ce qu'il veut me dire, et s'il ne me parle pas, pourquoi. On peut avoir, je trouve que alors, on parle de la Bible, mais c'est pour moi ça vaut avec tous les livres sacrés. C'est non pas les repousser si on ne croit pas au divin ou quoi que ce soit, mais juste se dire tiens, ce texte en fait il est fermé, il va falloir entre guillemets le violer, l'ouvrir, savoir ce qu'il y a dedans et se laisser traverser par le texte en fait. L'idée c'est ça, c'est est-ce que moi je traverse la Bible ou bien est-ce que la Bible me traverse. Mais est-ce qu'elle me traverse, moi, aujourd'hui, en 2021, par exemple. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais bon, c'est un sujet de la Bible. Hein. On en a pour. Je pense qu'on pourrait effectivement en parler pendant très longtemps, mais c'est une réponse qui est très claire. 21h26, je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux questions. Alors, on en a une qui est intéressante, qui est est-ce que le travail d'écriture, le faire à haute voix, lorsqu'on écrit, peut aider à donner du sens et du son à son texte. Est-ce que toi, par exemple, ça t'arrive de lire à haute voix ton texte Oui, clairement. Alors, d'abord pour les dialogues, parce que j'aime lire mes dialogues à voix haute pour voir s'ils fonctionnent. En fait. Et souvent, je les retouche après coup. D'accord. Oui, ça c'est un bon moyen. Après, j'aime aussi la musicalité du texte. Alors, il m'arrive quelquefois de relire des bouts de texte pour voir s'ils sont chantants, s'ils sont bien, s'ils se posent, s'ils sont... Oui, c'est important, je trouve ça très bien. Alors, je vais choisir une dernière question. Je vais faire plaisir à Johan. Est-ce que tu as en plus des exercices comme le fait de prendre une phrase dans un livre, est-ce que tu aurais des références, on va dire, digitales pour entraîner son style? Peut-être des sites internet ou des jeux en ligne ou des choses comme ça? Non, alors sur les sites, non. Non, la meilleure façon, si vous deviez être dessinateur, je vous dirais, les gars, prenez un calepin et dessinez tout ce que vous voyez. Mais c'est exactement la même chose dans l'écriture. C'est-à-dire, prenez un calepin, gardez-le sur vous et, croquez, racontez tout ce que vous voyez. Et encore une fois, lancez-vous dans l'écriture sous contrainte. C'est-à-dire, donnez-vous un nombre de mots ou un nombre de lignes. Et puis, quand vous êtes dans le train, eh bien, vous regardez les gens qui sont là et puis vous vous dites, tiens, cette personne, il faut que je la décrive en 3 lignes maximum. Voilà un petit exercice, c'est sympa. Ou alors, dites-vous, tiens, je crée un champ lexical et je dois décrire la situation qui se présente avec les mots qui appartiennent à ce champ lexical, par exemple. Mais non, là, je vois pas et franchement, je me méfie du numérique avec l'écriture. Il faut, à mon avis, hein, que l'écriture reste quelque chose d'extrêmement intime et il faut vous approprier les mots, les phrases et même si c'est pas les vôtres au départ, c'est pas important, mais tordez les mots, rouvrez-les pour comprendre ce qu'il y a dedans. Regardez quel sens ils ont réellement, mais quel sens vous allez pouvoir apporter. Travaillez sur tout ça. Inventez des mots, pourquoi pas. Ça vous servira toujours parce que, évidemment, que vous n'allez pas écrire un roman avec des mots inventés. Mais par contre, un de vos personnages peut inventer des mots. Donc ça vous servira. Je réfléchis, mais je vois pas de site internet qui pourrait aider.
Des bouquins, oui, sûrement. Mais, ou alors, si vous avez un peu d'argent, payez-vous un atelier d'écriture. C'est pas mal, les ateliers d'écriture. Mais franchement, l'écriture sous contrainte, se poser les contraintes, c'est rigolo. Faites un texte, par exemple, un lipogramme, par exemple. Un lipogramme, c'est une lettre qui manque. Alors, bah, faites un texte sans la lettre A. Ok, Ça va être super. encore plus dur, ce genre de choses. Il y a une multitude d'exercices. Allez acheter l'ouvrage de littérature potentielle. Là-dedans, vous allez trouver des jeux qui vont vous amener à la production littéraire. Hop, Voilà. super. Merci beaucoup. Il est déjà 21h30, donc on a un petit peu de retard, donc on va se stopper là pour les questions, mais on en a fait déjà pas mal. De toute manière, je rappelle que tu es sur le groupe, donc j'imagine que si des personnes ont des questions, elles pourront toujours te les poser au sein du groupe. Et je pense que tu le verras également dans les commentaires du live. Euh, donc voilà, merci encore, c'était passionnant et ça a beaucoup discuté dans les commentaires, dans le chat. Je pense que ça a beaucoup plu, donc c'est une très bonne chose. Bah, c'est très sympa parce que, en effet, c'est un peu frustrant de ne pas avoir de retour en direct, hein, pour le coup, parce que on voit pas les sourires. C'est un peu comme si Mhm. vous aviez des masques en papier là devant la bouche, c'est un peu pareil. On est chimique. On les reproduit en live. C'est ça. Bon, en tout cas, j'espère avoir donné quelques billes et puis n'hésitez pas à poser des questions effectivement sur le groupe, j'y répondrai avec joie. Super, merci beaucoup. Je prends l'antenne juste pour moi, pour une petite conclusion. Merci de votre invitation. Il n'y a pas de souci. Donc pour conclure, très très rapidement, merci à tous d'avoir assisté à ce live. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu quelques petits problèmes techniques au tout début, mais globalement je pense que c'était pas mal. N'hésitez pas de toute manière à me faire un retour pour qu'on puisse, moi et l'équipe, améliorer les lives. Et puis on se retrouve donc le mois prochain pour un autre live. Voilà, je vous tiendrai au courant très rapidement de la date, du sujet qui sera abordé, de l'invité, etc. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très vite. Merci beaucoup.